Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Suplex, je suis ravi de vous retrouver pour la critique analyse du chapitre 1107 de One Piece les amis. Un chapitre vraiment sympa, on aura bien progressé dans l'intrigue, on a vu l'arrivée des géants, on se rend compte que Dory et Brogy ne sont pas arrivés tout seuls, et non, ils sont arrivés avec Kashi, Oimo et bien d'autres géants. Finalement, l'ancien équipage des géants, avant leur combat fraternel, fratricide, même pourrions-nous dire, que Luffy, Usopp, etc. avaient empêché. En fait, c'est super beau finalement de les revoir en tant que capitaine, de les revoir avec leur équipage, de revoir même Kashi et Oimo qu'on a sauvé lors de l'arc Egghead. Donc vraiment très sympa. Surtout, en fait, quand tu vois la taille des géants et tu vois le nombre, j'ose pas imaginer la taille du bateau. C'est-à-dire que déjà que je pensais qu'il devait être immense pour Dory et Brogy, là je veux même pas je veux pas savoir. Et alors ce qui est super cool, c'est que ça c'est l'ancien équipage des géants, et cet ancien équipage des géants les amis, c'est pas celui affilié à Luffy. Celui affilié à Luffy, n'oubliez pas, c'est Ajroudine et le nouvel équipage des géants. Donc finalement c'est un truc de fou de se dire que possiblement si Dory et Brogy, en expliquant à Luffy pourquoi ils lui sont fidèles, etc., parce que c'est Dieu Soleil, parce que c'est ce qu'on voit dans le chapitre, c'est que Bonnie commence à dire à Luffy en pleurant qu'elle le cherchait depuis très longtemps, que c'est Nika, et Luffy il comprend pas. Bah oui, Luffy on le connaît, à chaque fois que Robin elle a voulu lui expliquer 2-3 trucs importants, il n'écoute jamais. L'insouciance à son paroxysme. Mais là je pense qu'il va être au courant de ça. Et qu'en fait il a besoin d'être au courant de ça. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin du manga et qu'on est sur des intrigues tellement importantes pour le monde, ce fameux monde, hein, on reviendra dessus avec les mots de Katarina Devon et de Vandegur, mais qu'il faut que Luffy commence à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, qui il est. Et donc c'est super cool parce que c'est finalement, on le sait, les géants qui ne sont pas liés à Luffy, l'ancien équipage qui arrive et pas le nouvel équipage, qui arrive pour aider leur dieu, le dieu soleil. Et c'est finalement Bonnie, la fille d'un boucanier d'une race antique exterminée, qui elle va commencer à dire à Luffy qui il est et qu'est-ce qu'il représente pour tous ces gens. Et même avant, n'oubliez pas, dans d'autres chapitres on avait vu Vegapunk nous parler de tous ces peuples qui ne, sans rien dire, attendent le retour de ce dieu. Donc on est sur un moment très très important. J'ai hâte de ce moment où Luffy va prendre conscience de qui il est, tout en restant lui-même. C'est Luffy, mais il est la représentation de quelqu'un de si important. Ça va être génial. Franchement c'est génial. Alors le côté revoir Usopp qui dit mes maîtres et tout, alors moi vous l'avez vu dans la réaction live, j'ai un peu du mal avec Usopp. Je trouve que il a un but, c'est devenir un grand guerrier des mers, sauf que je trouve qu'il est hyper faible par rapport à son but. Je trouve que sa prime par exemple évolue très bien, Dieu Usopp, machin, bidule, mais il est faible quoi, et ça me saoule en fait, parce que Usopp, moi je pense à Yasopp, et Yasopp quand je pense à lui, je pense à vraiment quelqu'un de fou. Et en fait ce qui m'énerve un peu avec Usopp, c'est que c'est grave cool, il va revoir les géants, on sait qu'il a un lien particulier avec les géants et le respect qu'il a pour eux. Mais en fait le problème d'Usopp, c'est que moi je respectais Usopp quand il était Sniper King. Et en fait je l'ai respecté un arc. Attention, de dire que je l'ai respecté, ça veut pas dire que je l'aime pas ou que je l'ai pas aimé. Mais l'arc Water 7 où pour Merry il est capable de se surpasser, d'affronter Luffy qui est bien plus fort que lui et de lui tenir tête. Et ensuite pour sauver Robin et pour... par un courage sorti de je ne sais où, il devient Sniper King, il est... Enfin... Et il arrive à rester drôle tout en étant un foussard, mais en étant courageux, je sais pas trop comment expliquer. Et en fait, il m'énerve à pas évoluer, à pas devenir plus courageux, parce que comme je le dis, et je suis content pour son dit dans le chapitre, mais ça fait un moment que je vous en parle, nous sommes dans la fin de l'œuvre, nous sommes dans des parties... de Grand Line, dans des parties de l'univers de One Piece et dans des territoires et dans des parties de l'océan où il faut absolument que l'équipage de Luffy se mette à niveau. Et alors autant Luffy, c'est un empereur, il est à niveau, il est extrêmement puissant. Usopp, Zoro est extrêmement puissant, Jinbei est extrêmement puissant, Sanji, on va voir dans ce chapitre, est très puissant, Robin est très puissante, Franky, même lui, est très puissant, Brook
quand même plutôt puissants. Même Nami avec Zeus et Usopp, je trouve qu'il a la traîne, donc je voulais en parler un peu parce que ça m'emmerde un peu. Outre ça, grave cool de voir que Oda n'ellipse pas finalement le combat de Zoro et Lucci. Moi je pensais qu'il allait l'ellipser parce qu'il le fait très souvent. Finalement il nous apporte des cases par rapport à ce combat et c'est plutôt cool parce que vous savez souvent il ellipse et c'est l'animé qui nous donne le complément. Et là en fait non, pas du tout. Alors j'ai vu beaucoup de gens parler de cela après avoir fait ma réaction. Je suis allé un peu sur Twitter et j'ai vu les gens parler de ça. J'aimerais quand même dire, alors oui, Lucci tient tête à Zoro. Alors et vous savez que je défends souvent le CP, le Cypherpole ou les amiraux ou la marine, mais Zoro se bat à 2 lames. Donc en fait, Haki ou pas, Zoro n'est pas à fond. C'est-à-dire qu'il est à 2 lames, il a pas le bandana. Rob Lucci il est à fond. Hein. Enfin, faudrait voir. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire que, les gars, vous avez des yeux. Rob Lucci est en forme éveillée, sa forme la plus puissante qu'il a utilisée pour combattre Luffy en Gear 5. Il est contre Zoro. Oui, Zoro infuse du Haki. Heureusement, Zoro n'a ni son bandana. Zoro n'a pas ses 3 sables de sortie. Donc au bout d'un moment, c'est cool parce que ça... Alors, comme je dis souvent, ce qui est cool de One Piece, c'est que parfois, un tel, il va être plus fort contre un tel, alors qu'un tel va être... Enfin, par exemple, A est moins fort que B, et ben tu sais pas pourquoi. B qui est plus fort que C, ben à un moment C va être plus fort que A. Je sais pas si j'ai essayé de vous le faire en maths, tu vois. Mais c'est pas tout lisse One Piece, selon avec comment tu te bats, quelle technique tu utilises, quelle forme de haki tu sais maîtriser et tout. T'es plus ou moins puissant et tu peux battre plus ou moins pas forcément les mêmes personnes. Du coup c'est assez cool de voir Zoro y arriver. Dans ce même chapitre, un autre Mugi va être mis à l'honneur. Ça va tout simplement être Sanji qui va détourner une attaque de Kizaru. Ça c'est cool. Comme j'ai dit lors de la réaction live, j'espère que... Sanji arrive à quand même capter que Bonnie est une petite fille qui a hors son fruit 8 ans du coup et que en fait j'espère juste que finalement c'est on est encore sur le poids face à l'amour. La lumière ne fait pas le poids face à l'amour. J'espère que on se rappelle Vegapunk avait parlé de la puissance de Kuma qui pourrait venir de l'amour. On parle pas mal d'amour finalement dans cet arc Egghead. Et ça serait pas déconnant qu'il y ait peut-être un truc. Moi je pense surtout qu'en fait et c'est pour ça que je pense que Franky est choqué du fait que Sanji puisse détourner ça. C'est juste que Sanji il est génétiquement modifié par le Germa. C'est un être exceptionnel de par sa constitution d'humain et de presque finalement c'est presque oui c'est un humain génétiquement modifié. Mais c'est grave cool parce que et ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je voulais, ce que j'attendais pour Sanji, c'est que il faut que les Mugi nous montrent qu'ils peuvent peut-être pas battre mais lutter. Souvenez-vous, Marineford, tous les commandants de Barbe Blanche ne pouvaient pas combattre les amiraux. Par contre, certains pouvaient leur tenir tête. Le meilleur exemple, c'est Marco, tu vois. Ou alors, comme je vous disais, par exemple, Mihawk, que j'estime bien plus puissant qu'un Diamond Jaws, et ben ce n'est pas un univers manichéen où tout est plat dans les formes de puissance et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Jaws et le diamant, c'est hyper solide, et ben il a pu parer des attaques de Mihawk, tu vois. Donc, je suis content, c'est de l'évolution qui est importante de montrer que les Mugi peuvent, et surtout pas Luffy, ça veut dire qu'il peut déléguer Luffy pour se charger d'autres choses, peut se défendre contre des amiraux. On a eu aussi l'attaque très stylée de Luffy, la Dawn Gatling, après les mots de Bonnie qui lui dit, parce qu'il lui dit tu sais pas mettre un coup de poing, mais en même temps ce que je vous disais, elle lui dit voilà tu te rends pas compte depuis le temps que je t'attendais, je voulais faire comme toi, tout ça, très très mignon. On arrive sur les dénouements de tout ça avec quand même une case que je pense que beaucoup de gens n'ont pas assez notifié, mais quand même la case où Luffy dit à Saturne qu'il dit de la merde et que c'est faux, ils ont le droit de vivre, et qu'en plus il dit à Bonnie on a un plan. Depuis quand ils ont un plan, les Mugiwara? C'est-à-dire que moi, la dernière fois que j'ai vu les Mugi avoir un plan, c'était le plan de l'eau. Et vous n'avez pas suivi le plan. Du coup, j'ai hâte de savoir quel est le plan. Est-ce que c'est un... Qui a quel plan? Et puis, même si... Je suis d'accord, les Mugi d'un autre côté, avec Nami, Robin, Chopper, Franky, Brook...
ils font un truc avec le bateau, tu vois, tous. Mais c'est quoi le plan? Et comment il connaît le plan? Depuis quand Luffy a des plans en fait? Non mais c'est vraiment stylé. Alors en plus on a moi j'adore le côté Bonnie qui a un peu un caractère d'enfant. Du coup quand elle vit Saturne en disant eh, donne-lui une leçon à ce gros vilain pas beau là, tu vois. Et je trouve ça vraiment trop cool. Luffy d'ailleurs qui va se rendre compte dans ce chapitre que Vegapunk malheureusement au revoir mon chat, a pris cher. Et ouais bah Vegapunk est en train de crever. Derrière ça, forcément, la page et la case qui a été géniale, c'est ce moment où Kizaru parle des attentes que le monde et que peut-être ses supérieurs ont sur lui. Je vous en ai parlé plein de fois. Il faut pas oublier que Kizaru est dans un arc où je ne pense pas réellement qu'il a envie de faire du mal aux gens. C'est quelqu'un qui est lié à Kuma, c'est quelqu'un qui est lié à Vegapunk, c'est quelqu'un qui est lié à Bonnie, qui s'est excusé à plein de reprises dans ce chapitre, qui a fait preuve de bonté et d'une certaine manière d'empathie. Par exemple, quand il était très proche de tuer Bonnie, il ne veut pas faire ça lentement, il veut faire ça très vite pour que elle ne souffre pas. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans une position déjà défavorable mentalement, mais qui en plus là se retrouve face à un empereur qui se tape une barre et qui est largement en position de force vu qu'il a complètement régénéré ses pouvoirs, et face à surtout un de ses lieutenants les plus forts qui arrive à détourner son pouvoir. Et ça c'est un truc de fou en fait. Et ça c'est trop classe. On arrive au moment le plus important de cette critique les amis, c'est forcément le fait de parler du monde, de Katarina Devon et de Van Augure. Katarina Devon qui a tout simplement utilisé son pouvoir auprès de Kizaru, auprès de Saturne pardon, je dis des bêtises. Pourquoi je vous dis ça? Bah, tout simplement, souvenez-vous du fruit travesti fruit de Bond Clé, notre cher ami Bond Clé, qui n'oubliez pas n'est pas mort. Et oui, notre cher ami est au cercle avec tous les travaux d'Impel Down. Là il a remplacé Iva. Elle a tout simplement fait comme, souvenez-vous, Bond Clé touchait de la main droite et puis pouf, avec la main gauche il pouvait changer ses visages. Elle a fait de même, elle a pu s'approcher avec tout le chaos ambiant, et je vous en avais parlé à toutes les critiques, je vous ai dit n'oubliez pas ce bateau de Barbe Noire. Et bien finalement c'est encore plus impactant maintenant que j'ai vu ça, et on va en parler. C'est que tout simplement elle va pouvoir prendre l'apparence de Saturne vu qu'elle l'a touché avec sa main et son fruit du Kitsune. Maintenant, qui a nourri Luffy? Van Augure peut se TP. Est-ce qu'il peut TP des choses? Est-ce que c'est lui qui a nourri Luffy? Est-ce que cette intrigue est importante? Est-ce que Devon a touché quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a touché Luffy? Dans ce cas-là, elle va pouvoir prendre l'apparence de Luffy. Le seul problème de prendre l'apparence de Luffy, les amis, c'est que Luffy, c'est quand même... Dans sa manière d'être, je pense que Devon ne pourra jamais l'imiter. Alors que imiter un gros plein de soupe comme Saturne, qui est un salopard fini, je pense que c'est pas compliqué pour une femme comme elle. Dans tous les cas, c'est grave classe de les voir là. Oda, donc comme je vous le disais, ne les a pas oubliés et a bien fait quelque chose avec les membres de l'équipage de Barbe Noire qui était proche de l'île. Surtout ne pas oublier la puissance du pouvoir de Van Augure, c'est que Van Augure a été à plusieurs moments importants pour son équipage, c'est-à-dire il était avec Aokiji pour récupérer Pudding, il était avec Barbe Noire contre l'eau, et là on le retrouve de nouveau sur Egghead. C'est une folie, son pouvoir est complètement fou. On va avoir confirmation que Teach est spécial, d'ailleurs Saturne va même nous dire qu'il est d'une lignée particulière, hâte de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est une lignée aussi qui a été exterminée par le gouvernement mondial au moment du siècle oublié? Souvenez-vous, ma théorie c'est tout simplement que plusieurs lignées se sont faites exterminer par le gouvernement mondial parce qu'elles ont lutté contre en fait tout simplement. Donc ça m'étonnerait pas qu'en fait, tout comme les boucaniers, en fait, ce soit Barbe Noire l'un des rescapés de cette lignée, qui en plus soit un dit. Je vous en avais parlé aussi pour Lily, tout ça, vous vous rappelez, le dit, mes idées, revoyez dans les anciennes critiques si ça vous intéresse. Mais donc ça intrigue quand même Katarina Devon parce qu'elle dit ah t'es quand même au courant de ça. Moi j'ai pas trop compris parce qu'en fait bah oui, heureusement qu'ils sont au courant de ça, c'est à dire que c'est le seul mec qu'on connaît qui a mangé 2 fruits. Au bout d'un moment si tu captes pas que c'est qu'il est spécial s'il peut faire ça et que personne d'autre peut faire ça. Alors je sais qu'il y a l'idée que possiblement, même moi je l'ai eu, j'en avais fait une théorie, c'est qu'en fait le fruit des ténèbres sur le fruit du Cerbère, et vu qu'il a 3 têtes il peut manger 3 fruits, mais je pense du coup, vu ce que vient de mettre Oda en avant, c'est tout simplement que en fait non, c'est juste qu'il est différent, que sa ligne est différente, avait des pouvoirs différents, et qu'elle s'est fait exterminer. C'est pour ça aussi que c'est un dit. Maintenant
Je pense aussi que c'est pour ça que, et on y vient, ça a énormément d'importance ce moment où ils assument vouloir le monde en fait. Et le monde appartient à qui? Je vous en avais parlé plein de fois. Le monde appartient à Im en fait. Et est-ce que vous trouvez ça si surprenant finalement que Barbe Noire, Marshall Ditich, d'une lignée qu'on ne connaît pas, d'une lignée possiblement éteinte, veulent conquérir le monde qui appartient à Im-sama? Ça vous choque ou pas? Parce que je vous en ai parlé plein de fois du fait que Barbe Noire n'est pas l'antagoniste final de l'œuvre. C'est Im. Et c'est Im même pour Barbe Noire en fait. Et ça a une importance de Katarina Devon de toucher Saturne. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir possiblement s'infiltrer auprès d'Im, apprendre beaucoup de choses. Le doyen qui est Saturne, c'est énormément de choses que presque même des gens très haut placés ne savent pas. Et c'est ouf. Et c'est trop cool parce que Barbe Noire est un antagoniste, mais il n'est pas si différent que Luffy. Dans la pratique, ah ça il est différent. Ah ça il est différent. S'il doit faire du mal à autrui, s'il doit fomenter des trucs et tout, ah c'est un pirate. C'est Marshall Ditich, Barbe Noire, un pirate. Luffy c'est un rêveur. Parce que dire c'est un bon pirate, oui c'est un bon pirate tu vois. Mais dans ce qu'on pense d'un pirate, Barbe Noire, c'est 100 fois plus un pirate à nos yeux que Luffy. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous me comprenez. Et c'est trop cool parce que il le disait, il faut croire en ses rêves. Et possiblement, il est l'héritier d'une lignée qui a été démolie comme Kuma, qui était peut-être même à God Valley. On n'en sait rien. Qui sommes-nous pour savoir? On n'en sait rien. Il est d'une lignée qu'on ne connaît pas. Voilà, parce que Oda est trop fort, il nous rajoute des trucs, même quand il doit nous donner des réponses, il nous rajoute des trucs. Mais il est la volonté de quelque chose, Barbe Noire. Et malgré le fait qu'il ne s'entende pas avec Luffy, parce que je pense, et c'est normal, Luffy représente quelque chose d'aussi puissant que lui, et il croit en beaucoup de choses similaires. Barbe Noire a énormément de fidélité envers ses compagnons, on l'a vu. Luffy aussi, il leur dit de croire en leurs rêves, et donc il a énormément de points communs avec Luffy, et du coup c'est grave cool. On voit d'ailleurs que le pouvoir de Van Augure est stylé, c'est que en fait leur mission est faite, on s'en va quoi. Saturne ne peut rien faire, et d'ailleurs je trouve ça surprenant que Saturne s'en fout, et on finira du coup ce chapitre sur le fait que Caribou va et veut rejoindre l'équipage de Barbe Noire, et là c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que Barbe Noire va apprendre énormément de choses sur les armes antiques et sur Luffy. Première chose, et c'est pour ça que c'est très important et que Caribou va faire ce lien, je vais vous parler de Barbe Noire et Luffy se ressemblent énormément. Caribou connaît le rêve de Luffy. Ne l'oubliez pas, il était là quand Luffy l'a dit à son équipage. Et si ce rêve était aussi lié au monde? Non, ça vous surprendrait? Pas moi. Peut-être qu'il veut libérer le monde lui aussi? Peut-être que, comme Barbe Noire voudrait dominer le monde pour en faire un meilleur, peut-être que Luffy veut juste le libérer lui aussi pour en faire un meilleur. Juste Barbe Noire pense qu'il faut le dominer lui pour que ça se passe bien. Va savoir. Mais moi je suis sûr que ça a un lien. Après, c'est mon idée. Vous pensez comme moi ou pas, chacun son avis. Mais c'est l'idée que je me fais. Et puis surtout, il sait énormément de choses sur les armes antiques. Il connaît des informations sur Poséidon, sur son emplacement. Il connaît des informations sur Pluton, son emplacement. Donc c'est un très grand danger, c'est de nouveau un très gros power-up pour l'avancement de la quête de Barbe Noire. Et je vous lis aujourd'hui, sauf si Luffy arrive avec Elbaf à avoir énormément de progression, Barbe Noire est l'homme le plus avancé pour obtenir le One Piece et pour obtenir les armes antiques et la fin du monde. Et Barbe Noire est l'homme le plus dangereux au monde actuellement. Les amis, j'espère que cette critique vous aura plu. Elle aura duré une petite vingtaine de minutes comme d'habitude. On se retrouve très vite pour le chapitre 1108. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant là. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu pour soutenir, ça fait plaisir. Je vous mets une vidéo juste ici. Prenez soin de vous. Le Discord en commentaire, le lien de la chaîne Twitch. Et puis on se retrouve très vite pour le chapitre 1108. Salut tout le monde, bye bye, ciao ciao.